200 000 Byzantins contre 50 000 Seldjoukides. Mais qui donc peut gagner cette bataille? Le suspense n'a pas dû être très long vu que vous l'avez vu dans le titre. Salut la clicosphère, comment vous allez bien? Oui, je te laisse pas le choix, t'es obligé d'aller bien. Aujourd'hui, on va parler de la bataille de Manzikert ou Manasgirt en turc, qui a opposé l'empereur byzantin romain IV Diogène au sultan seldjoukide Alparslan. D'ailleurs, petit aparté, Alparslan en turc veut dire le soldat lion. Et vous allez voir que ce prénom ne lui a pas été donné pour rien. Avant de vous raconter cette magnifique confrontation, je dois vous poser déjà le contexte de l'Empire byzantin juste avant cette bataille. À la mort de l'empereur Basile II en 1025, les frontières de l'Empire byzantin s'étaient largement stabilisées. Les campagnes militaires du défunt empereur ont rétabli le contrôle romain de la péninsule balkanique. À l'est, la reconstitution des garnisons épuisées et la reconstruction des forteresses avaient renforcé la frontière. Mais entre 1025 et 1067, l'Empire romain d'Orient a souffert du règne de 11 dirigeants qui ont provoqué un déclin constant du pouvoir impérial. Finalement, en 1068, le grand commandant romain IV Diogène va monter sur le trône. Alors Diogène n'est pas de sang royal, ça veut dire qu'il n'est ni le fils, ni le neveu, ni le cousin de l'ancien empereur. Sauf que, aux yeux de la femme de l'ancien empereur qui avait pris le pouvoir à la mort de celui-ci, Romain Diogène est le sauveur de l'Empire byzantin, donc elle va décider de l'épouser. Commandant militaire vétéran mais aussi impétueux, le nouvel empereur mène 2 expéditions contre les Turcs seldjoukides qui sont une menace croissante à la frontière orientale. Celle-ci rencontre un succès limité, mais la forteresse de Hiéropolis près d'Alep est reprise. Romain va retourner en 1070 à Constantinople pour se consacrer aux questions administratives. Il va ainsi réaliser de multiples réformes impopulaires mais nécessaires, donnant ainsi naissance aux Gilets jaunes. Non, je rigole. Je voulais trop la faire celle-là. Le commandement de l'armée à l'Est fut confié à Manuel Comnène, l'un des meilleurs généraux byzantins. Cependant, une armée seldjoukide dirigée par Alparslan va envahir le territoire oriental et va vaincre Manuel, le capturant au combat. Artkesh, Manzikert et Kilat tombent ainsi aux mains des seldjoukides. Ce sont des forteresses clés d'importance stratégique près du lac de Van. Le noyau de son armée étant dispersé sur d'autres théâtres, Alparslan n'était pas entièrement préparé pour une guerre totale contre Romains. Au lieu de faire face à une éventuelle attaque byzantine, le sultan va proposer un traité de paix à Constantinople. Une fois ce traité conclu, les dirigeants seldjoukides vont tourner leur attention vers le conflit avec le califat fatimide d'Égypte. Un an plus tard, au printemps 1071, Romain va envoyer des messagers à Alparslan pour renouveler le traité avec les seldjoukides. Mais, pensant qu'Alparslan aurait refusé de prolonger ce traité, il avait déjà commencé les préparatifs d'une expédition visant à reprendre les forteresses perdues près du lac de Van. Alparslan reçut les émissaires romains dans son camp alors qu'il assiégeait Alep. Cependant, lors des négociations diplomatiques, les éclaireurs seldjoukides vont rapporter au sultan l'avancée de l'armée byzantine. En apprenant cela, Alparslan va rejeter le traité d'emblée. Il va laisser son armée en Égypte pour qu'il continue le siège en cours, pendant que lui va assembler 4000 de ses meilleurs hommes pour aller contrer Diogène. Sur la route pour Manzikert, il va envoyer des représentants à tous ses alliés et à tous les peuples qui sont sous sa protection. Son but étant de rassembler des troupes supplémentaires sur la route et il va leur donner rendez-vous à la frontière arménienne. Arrivé à la frontière arménienne, l'armée d'Alparslan comptait maintenant 50 000 hommes. Alors je vais vous réexpliquer ça d'une manière plus simple pour que vous compreniez mieux. Romain Diogène va mettre toutes les ressources qu'il a pour rassembler une armée de 200 000 hommes et il va entrer en guerre contre Alparslan et les seldjoukides. Alparslan, qui était déjà en guerre contre l'Égypte, il va entendre ça sur le champ de bataille. Il va laisser son armée en Égypte, il va prendre que 4000 hommes et il va envoyer des émissaires à ses alliés en leur disant: les gars, venez, on se rejoint à Manzikert. Et il sait pas combien de personnes vont venir pour la bataille à Manzikert. Lui continue d'avancer, même si c'est avec que ses 4000 hommes, il va se battre. Mais bien heureusement, en arrivant, il voit que son armée est constituée de 50 000 hommes. Imaginez juste que personne ne vienne, que les messagers n'arrivent pas jusqu'aux alliés. Je sais pas, qu'ils aient eu le Covid sur la route et qu'ils sont morts. Ça aurait pu changer toute l'histoire. Mais Alparslan a fait confiance à son peuple, bien que il soit quand même toujours en infériorité numérique. Alors je vais faire une petite aparté parce que ces chiffres-là ont plusieurs sources. Il y en a qui disent que l'armée de Romain Diogène faisait entre 80 000 et 250 000 hommes, et que l'armée de Alparslan faisait entre 15 000 et 50 000 hommes. Dans tous les cas, ça fait un soldat seldjoukide pour 4 soldats byzantins. Pendant ce temps, passant par la province de Sébasté, Romain renvoya ses mercenaires francs qui avaient eu recours au banditisme pendant leur marche, pillant et terrorisant la population locale. Certains de ces généraux vont lui suggérer de contourner l'armée d'Alparslan à travers le nord de l'Arménie et de poursuivre le combat en profondeur dans le territoire seldjoukide. D'autres étaient favorables à un retranchement en fortifiant les villes locales, en renforçant leurs garnisons, en incendiant les campagnes pour priver les seldjoukides
Seldjoukides de tout ravitaillement en attendant l'armée du sultan. Mais cette dernière option s'est avérée problématique car l'armée byzantine elle-même risquait de manquer d'approvisionnement si elle s'attardait trop longtemps au même endroit. L'ordre fut donc donné de continuer la marche. En quittant Théodosiopolis, les troupes furent chargées de rassembler des provisions pour une campagne de 2 mois, y compris des bêtes de somme et des charrettes supplémentaires, ce qui a considérablement ralenti l'avancée. Mais après avoir reçu des informations selon lesquelles l'armée d'Alparslan était toujours dans le nord de la Mésopotamie, Romain préféra une approche plus méthodique. Son plan était de prendre Manzikert et Kilat dans une attaque simultanée, puis d'attendre que le sultan agisse. Mais l'empereur était très mal informé sur l'endroit où se trouvait l'armée seldjoukide. Alparslan n'était pas comme il le pensait en Mésopotamie. En fait, il se trouvait à moins de 100 km avec ses éclaireurs qui lui rendaient compte de chaque mouvement de l'armée byzantine. En août, l'armée impériale atteint la région du lac de Van. Pensant qu'ils avaient suffisamment de temps avant de rencontrer les seldjoukides, Romain détacha Roussel avec les mercenaires francs et Joseph Tarchanéot avec l'élite byzantine Tagmata et ses archers, une force de quelques 20 000 soldats avec l'ordre de prendre et de mettre en garnison le Kilat. L'empereur s'avança sur Manzikert et prit la ville avec le restant de ses hommes. Alparslan quant à lui n'avait qu'environ 40 000 soldats, qui pour la plupart montaient des chevaux. Parmi ceux-ci, 6 000 étaient des variantes de cavalerie lourde, tandis que le reste étaient des archers à cheval légèrement blindés. Au dernier moment, à cette armée de 40 000 hommes se sont rajoutés 10 000 Kurdes et Turkmènes, les alliés d'Alparslan, ce qui nous fait environ 50 000 hommes. Une fois que le sultan apprit que Romain avait divisé ses forces, il partit à sa rencontre. L'avant-garde byzantine rencontra bientôt les éléments avancés de l'armée seldjoukide. Les prenant pour un groupe de raids, ils les ont attaqués. Alors que la colonne byzantine continuait à affluer, d'autres troupes ont rejoint le combat mais ont été incapables de combattre les seldjoukides. Un message a été renvoyé à l'arrière pour demander des renforts, affirmant qu'une force ennemie importante était sur le champ de bataille. Romain, frustré que son avant-garde soit coincé dans un combat alors qu'il pensait que c'était seulement un groupe de raids, ordonna à contre-cœur à davantage de groupes de s'avancer vers le front. Il fallut 2 heures à ses hommes pour rattraper l'avant-garde. Voyant les renforts ennemis arriver, les seldjoukides se séparent mais les byzantins les poursuivent. On ne sait pas exactement combien de soldats ont participé à cet affrontement initial, mais on pense que la retraite des seldjoukides était une feinte. Le reste de la colonne byzantine étant laissé loin derrière, l'avant-garde se retrouve bientôt confrontée à la principale armée seldjoukide. Une pluie de flèches et la cavalerie lourde seldjoukide s'abattent ainsi sur les troupes romaines désormais isolées. Ce qui a suivi a été une annihilation presque complète. À la tombée de la nuit, le 24 août, très peu de survivants parviennent à s'échapper et à faire rapport à l'empereur. Ayant maintenant réalisé que toute l'armée seldjoukide était à proximité, Romain ordonna aux troupes de se préparer à une contre-attaque le lendemain matin. Pendant la nuit, Alparslan a aussi profité de l'obscurité pour s'occuper de ses propres préparatifs. Les cavaliers seldjoukides qui surveillaient le champ de bataille se sont heurtés et ont attaqué un contingent de mercenaires Ouzi. Ceux-ci étaient séparés de la ligne byzantine alors qu'ils achetaient des fournitures auprès de marchands ambulants. Les Ouzi, plongés dans le désarroi, se sont précipités vers les lignes amies, où certains d'entre eux ont été abattus par leurs camarades byzantins qui les ont pris pour les seldjoukides. Pendant le reste de la nuit, 1000 autres mercenaires Ouzi ont déserté avec leur commandant Tamis et ont rejoint le camp seldjoukide. Le déploiement des troupes et la construction des camps se poursuivaient le lendemain matin. Le 25 août, Alparslan envoya un émissaire à Romain, proposant une résolution pacifique. L'empereur ne savait pas que le sultan essayait de gagner du temps. Les commandants romains Roussel et Tarchanéot, ignorant à quel point l'armée seldjoukide était proche, se sont approchés de Kilat. Alors qu'ils étaient en formation de marche, ils ont été soudainement confrontés à une armée ennemie importante. Et il semble que les 2 commandants se soient retournés et se soient précipitamment retirés. Une partie de l'armée seldjoukide s'est lancée à la poursuite de l'ennemi, infligeant des pertes à l'arrière de la colonne byzantine, mais à un moment donné, elle a interrompu la poursuite. C'est le retour de ces troupes qu'attendait Alparslan, tentant ainsi de gagner du temps en envoyant des messagers à Romain. Pendant ce temps, on ne sait pas si Roussel et Tarchanéot avaient l'intention de retrouver Romain, qui avait désormais changé de position et était stationné à environ 50 km au nord. En tout cas, si des tentatives pour localiser Romain ont été faites, il n'y en a aucune trace dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, ces 20 000 soldats-là ne rejoindront jamais Romain sur le champ de bataille. Un jour plus tard, le 26 août 1071, toute l'armée seldjoukide était désormais réunie. Et ironiquement, les négociations diplomatiques d'Alparslan avec Romain avaient tous cessé à ce moment-là. Romain Diogène va ainsi demander à l'armée d'avancer, formée en 3 divisions, les Byzantins étendent leur ligne pour correspondre à la largeur de la façade des seldjoukides. Sur la gauche se trouvaient 5000 cavaliers, composés pour la plupart de troupes des Balkans. À droite, 5000 autres soldats anatoliens, pour la plupart originaires de Cappadoce et d'Arménie, ainsi qu'une réserve de 3000 personnes à l'arrière qui était composée des levées de la noblesse, principalement des troupes féodales grecques. Quelques 2000 cavaliers d'Ouzi et des steppes turcs qui n'étaient pas musulmans servaient d'écran
écran devant les deux flancs. Romain commandait la division du centre, forte de 5000 hommes, et composée de 500 soldats d'élite de la garde Vareg, d'infanterie lourde arménienne et bulgare et d'un important contingent de mercenaires européens. Alors qu'Alparslan avait désormais l'avantage numérique, il ordonna à ses hommes de poursuivre une retraite lente et stratégique, connaissant la puissance de l'infanterie lourde et de la cavalerie byzantine. Lentement, une ligne en forme de croissant se forma à mesure que le Seldjoukide reculait, tandis que leurs archers à cheval se déplaçaient en avant pour harceler les flancs de la lourde formation byzantine. Être bombardé pendant plus d'une heure par une tempête de flèches a rendu furieuse la cavalerie lourde byzantine, au point qu'elle a ignoré sa propre doctrine militaire. Alors que la plupart gardaient leur sang-froid, la cavalerie de Romain en première ligne rompt le rang et commence à poursuivre les cavaliers seldjoukides. L'empereur manquait notablement d'archers et de troupes de missiles à distance, dont la plupart étaient partis avec la malheureuse expédition du Kilat. Cela rendait désormais son armée faible face aux nombreux archers à cheval des seldjoukides. La cavalerie byzantine va chasser les cavaliers seldjoukides dans les contreforts au sud. Mais peu à peu attirés vers le terrain accidenté, ils ont été attirés dans une embuscade. Depuis les flancs des collines, des milliers de guerriers des steppes se sont précipités. Une fois le piège fermé, le massacre était complet. Malgré ce revers, Romain et ses généraux maintiennent leurs hommes en bon ordre dans leur marche vers le sud. L'empereur, pensant que sa stratégie permettrait à son infanterie lourde de percuter la ligne seldjoukide en forme de croissant et de forcer Alparslan à s'engager dans une bataille rangée. Mais la longue retraite d'Alparslan signifiait aussi que le soleil de l'après-midi déclinait à l'horizon, et l'empereur savait désormais que son camp était vulnérable à un raid nocturne. Alors que les deux armées opposées approchaient des contreforts, Romain ordonna de renverser les étendards impériaux. Cela envoyait le signal à ses troupes de commencer une retraite ordonnée vers leur camp. Romain fait ainsi faire demi-tour à son cheval et commence à superviser la lente marche arrière vers le camp de Manzikert. À l'heure actuelle, les Byzantins se trouvaient probablement à environ 12 km au sud de Manzikert. Mais renverser une grande armée et leur demander de retourner en arrière était une tâche difficile dans n'importe quelle situation. Et les troupes de Romain n'étaient pas assez disciplinées pour mener à bien la manœuvre. La composition multinationale de son armée faisait que les ordres étaient donnés dans plusieurs langues, ce qui ajoutait à la confusion dans les rangs. Alors que le sultan regardait l'armée byzantine s'éloigner lentement, il savait que c'était le moment ou jamais. Saisissant l'occasion, le sultan seldjoukide lance une attaque furieuse contre les ailes de l'armée byzantine en retraite. Il ordonne à toute sa cavalerie seldjoukide et ses alliés d'avancer, et il s'écrase dans le dos des Byzantins assommés. La cavalerie de réserve seldjoukide descend des collines pour se joindre à la mêlée. Face à l'assaut de la cavalerie musulmane sur les flancs alors que la contre-marche était déjà en cours, l'aile droite byzantine se brise dans la confusion et se sépare des divisions du centre et de gauche. Beaucoup de ces soldats du flanc droit ont rompu les rangs et ont fui pour se réfugier dans le camp fortifié ou dans les murs de Manzikert. De plus en plus de cavalerie seldjoukide commence à affluer dans les espaces entre les divisions de droite et du centre, coupant les ailes brisées et semant la panique et la confusion dans le centre de l'ennemi. Avec sa droite désormais flanquée, l'empereur romain cherche frénétiquement à travers la mêlée ses réserves. Mais à sa grande consternation, elles avaient disparu. Le commandant de la force de réserve, Andronikos Doukas, mettait en œuvre un complot contre l'empereur, faisant savoir à ses hommes que Romain avait été vaincu. Il faisait partie de la famille de l'ancien empereur et il n'avait pas accepté l'avènement de Romain Diogène. Les réservistes grecs observaient nerveusement depuis leur position les Turcs seldjoukides envahir les principales lignes byzantines, et ils retournaient en courant vers le camp byzantin et Manzikert. Avec la dissolution de la ligne de réserve, une déroute générale s'amorce au sein de la formation principale. L'infanterie lourde arménienne et les mercenaires européens de la division centre se joignent désormais au vol. Cependant, environ 2000 cavaliers turcs alliés des Byzantins restent aux côtés de l'empereur mais sont anéantis. Alors que la division du centre s'effondrait tout autour de lui, l'empereur romain se retrouve bientôt entouré uniquement de sa fidèle garde Vareg. Bryennios a ordonné à sa division de gauche de soutenir le centre. Mais ses hommes ont été chargés par derrière par la cavalerie seldjoukide, ce qui a brisé et dispersé la formation et les a forcés à quitter le terrain. L'empereur, entouré de sa garde Vareg, va tenir bon et va même commencer à tourner ses hommes vers le sud pour tenter de rallier ses unités brisées autour de ses bannières. Mais l'armée de Romains fut détruite et les restes ébranlés n'ont pas voulu se rallier. Les archers et lanciers à cheval seldjoukides ont tenu à l'écart tous les soldats assez courageux pour tenter de reformer leur unité. Les réservistes grecs abandonnèrent volontairement leur empereur à son sort avant même de pouvoir joindre la bataille. Romain continua à se battre jusqu'à ce que son cheval soit tué et combattant à pied, il fut
blessé à la main par une épée et fait prisonnier par les Seldjoukides. Sa fidèle garde Vareg resta avec lui jusqu'à la fin, combattant jusqu'au dernier homme. Mais avec la capture de Romain, la bataille de Manzikert prit fin. Le lendemain, lorsque Romain fut ramené devant le sultan Alparslan, enchaîné et jeté à ses pieds, le sultan ne put d'abord croire que ce prisonnier épuisé était l'empereur byzantin, car les deux ne s'étaient jamais rencontrés en personne. Romain a dû être ainsi identifié par les ambassadeurs seldjoukides auprès de la cour byzantine. Alparslan lui a ensuite posé cette question: que feriez-vous si j'étais amené devant vous en captivité? Romain répondit: soit je te tuerais, soit je te ferais enchaîner et traîner dans les rues de Constantinople. Devant cette réponse, Alparslan a rétorqué: la punition que je vais t'infliger est bien plus sévère, je te pardonne et je te libère. Ainsi, seulement une semaine après l'avoir fait prisonnier, ils vont libérer Romain Diogène et l'envoyer à Constantinople. Le problème, c'est que plus personne ne veut de Romain là-bas, et ses rétracteurs, dont le clan Doukas qu'il avait abandonné au combat, vont l'humilier, lui crever les yeux, le mettre sur un âne et l'exiler. Et quelques jours plus tard, il va mourir de ses blessures. Donc son principal ennemi dans cette bataille, Alparslan, l'a libéré et l'a laissé vivre, mais ses soi-disant alliés et sujets à Constantinople l'ont torturé et l'ont laissé mourir. Manzikert avait été une victoire décisive pour l'empire seldjoukide, ouvrant la voie à son expansion en Asie mineure. Pendant ce temps, la défaite fut une catastrophe pour Byzance. Manzikert marque le début clair de la fin de l'empire byzantin. Cela a conduit à la perte de la majeure partie de l'Anatolie au profit des seldjoukides, qui n'ont fait que continuer à s'enfoncer au cœur de l'empire. Voilà, on en a fini avec cette histoire. En tout cas, moi je l'entends depuis que je suis tout petit, et à force de l'entendre, j'ai l'impression que Alparslan c'était mon cousin. Si t'es turc, je pense que tu vas plus me comprendre. Bien sûr, je ne ferai pas que des vidéos sur l'empire seldjoukide ou ottoman. Ici, on parlera d'histoire en globalité, mais bien sûr, je commence par les sujets qui me tiennent le plus à cœur. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, lâche un petit commentaire, dis-moi quelle vidéo tu voudrais que je fasse plus tard. Cette vidéo-là m'a été suggérée dans les commentaires, donc je vous l'ai faite. Donc n'hésitez pas, je vois tous vos commentaires. Et en tout cas, vous êtes hyper bienveillants, vous me donnez plein de conseils, et ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir, allez, à ciao, bonsoir.